Bienvenue, vous êtes nombreux à nous suivre, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme sur Congo 26 Télévision. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous vous saluons de là où vous êtes. Vous le savez certainement, les inondations à Kinshasa ont causé des dégâts considérables ces derniers jours. Au moins 33 personnes, suivez bien, 33 personnes ont perdu la vie. Et des centaines de maisons ont été emportées par le zoo de la pluie, malheureusement, dans les communes de Mongafula, de Ngalima, de Barumbu, Limete, Matete et Massina. Alors, nous parlerons de cette thématique tout au long de cette émission avec mon invité. Je reçois pour vous Monsieur Dadi Chiswaka, il est coordonnateur national des Horizons 2028. Bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation et c'était un plaisir d'être là pour la première fois sur votre plateau. Merci beaucoup, la première fois, mais pas la dernière certainement. Alors on va, non, pas du tout. Oui, on va mettre tout de suite le pied dans le plat. Nous avons une thématique bien identifiée. Vous le savez certainement, beaucoup de familles sont endeuillées et des dégâts matériels énormes dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. Mais ma question serait, est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant qu'acteur politique, que cette ville est suffisamment gouvernée? J'ai l'impression que la ville a énormément de défis dont les réponses, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas à la hauteur des défis. C'est l'impression que j'ai. Et il est important et crucial aujourd'hui pour que la mesure des défis dont la ville fait face puisse trouver des réponses auprès de ceux qui ont la responsabilité de gouverner la ville. Alors, auprès de ceux qui ont la responsabilité de gouverner la ville, il y a un gouverneur qui a mené sa campagne sur le thème, je crois, Kinshasa et Kobonga. Mais de manière globale, comment vous analysez la gestion de Daniel Bumba à la tête de la ville de Kinshasa? Je pense que... Une déception ou on peut continuer à le faire confiance? Je pense que si nous essayons de personnaliser la problématique liée à la gestion de la ville de Kinshasa, nous allons biaiser, on va dire, l'analyse. Oui. Parce que rendez-vous compte que depuis l'époque de la colonisation jusqu'au départ des colons, des Belges, ce qui a été fait dans cette ville de Kinshasa, les circuits routiers, les infrastructures, tout ce qui a été fait, l'a été pour environ 500 000 personnes. Oui. Au jour d'aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte à peu près entre 18 et 20 millions d'habitants. La question c'est, est-ce que depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, nous nous sommes, année après année, organisés de sorte à ce que la gestion soit une gestion anticipative au regard de l'évolution démographique, sachant que lorsqu'il y a évolution de la démographie, il y a un certain nombre de conséquences qui s'ensuivent, notamment au niveau des trafics, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'assainissement, au niveau, je dirais même, de l'évolution de la ville, au niveau urbanistique, au niveau des fonciers, au niveau de l'aménagement de la ville, et ainsi de suite. La question c'est, est-ce que, depuis près de 40 ans, est-ce que nous nous étions préparés? Est-ce que nous avons continué à faire des choses de nature à pouvoir prendre en compte cette évolution? La réponse, elle est non. Qu'est-ce que Daniel Bumba, en un an, peut-il faire par rapport à ce que nous n'avons pas fait depuis 40 ans? Je pense que aujourd'hui, pour être beaucoup plus objectif, en tant que citoyen d'abord, pas comme acteur politique, jusqu'aujourd'hui, les signes probants se font encore attendre par rapport justement au programme que nous avons assisté ou que les gouverneurs, les candidats d'hier nous avaient présenté. Alors, vous analysez la question de manière globale depuis 40 ans, mais aujourd'hui, il y a ceux qui nous dirigent. C'est surtout nous avons ceux qui ont la responsabilité de conduire notre destinée. Alors, pourquoi rien n'est fait? Ben, écoutez, vous avez totalement raison, parce que bon,
il y a ce qu'on appelle la continuité de la mission de l'État. Oui. Donc ça veut dire que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui doivent... Parce que lorsque on s'élève un matin de chez soi et on se présente comme candidat, ça veut dire qu'on a pris la mesure des problèmes qui se posent. Donc on a une vision. On a des réponses à y apporter. Bien évidemment. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de pouvoir présenter des excuses. On est là pour apporter des réponses et pas des excuses parce que les problèmes sont censés être connus avant d'être candidat. Et qu'on se présente candidat pour apporter des réponses. Encore une fois de plus, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que les signes, jusqu'à preuve du contraire, se font attendre. Et donc, les Quinoises et les Quinois sont en attente des réponses, pas seulement aux problèmes auxquels nous assistons aujourd'hui, des inondations, mais à l'ensemble des problématiques qui se posent au niveau de la gouvernance de la ville de Kinshasa. Gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, une grande partie de la ville est endeuillée. Comme je le dis, 33 morts, c'est trop. La politique aujourd'hui de la gestion de catastrophes, parce que nous en sommes à la première pluie pratiquement. La Metelsat a annoncé des pluies orageuses au courant du mois de mars et le mois d'avril, ce mois que nous sommes. Quelle gestion ou quelle stratégie pour anticiper toutes ces choses? Lorsque nous savons que les populations habitent les longs des rivières, l'urbanisation est de manière catastrophique, ce genre habitent là-bas, le gouvernement veut qu'on puisse les délocaliser, mais il y a des agents de l'État qui continuent à vendre, à donner des autorisations de bâtir. Comment gérer ces catastrophes à venir? Vous avez, pour préserver les vies, bien sûr. Vous avez évoqué la Metelsat. Oui. Mais avant cette pluie de vendredi dernier jusqu'au samedi, je crois que la Metelsat avait annoncé cette pluie-là. Ce que je peux dire par rapport aux conséquences que nous vivons aujourd'hui, vous avez donné les nombres des morts, mais il me semble qu'on est passé des 33 à 47, si mes informations sont bonnes. Okay. Mais avec plusieurs autres dégâts, vous avez annoncé plus de 100 habitations noyées, on va dire noyées, voilà. Je pense que la gestion, elle doit être anticipative. Oui. Parce que, comme vous l'avez souligné, la gestion, elle doit être d'abord préventive. Et donc, puisqu'il y a d'autres pluies qui sont annoncées par la Metelsat, ce que les autorités, aussi bien du gouvernement national que du gouvernement provincial, doivent pouvoir prendre comme mesure, j'évoque ici les gouvernements nationaux, parce qu'il y a eu des dégâts au Congo central aussi. Oui. Il y a eu des dégâts au Congo central aussi. Probablement que si nous ne prenons des mesures à entrer en contact avec les ingénieurs et les spécialistes de la Metelsat pour pouvoir techniquement avoir des orientations qui puissent permettre à prendre des mesures aussi bien en amont et en aval, de sorte à contenir et à minimiser les dégâts, pour les prochaines pluies. Mais maintenant que c'est déjà arrivé, oui, il faut tirer les leçons des faiblesses qui sont mises en lumière aujourd'hui. Parce que, quelles sont les faiblesses aujourd'hui? Aujourd'hui, une fois de plus, nous assistons à une faiblesse due à la mise en œuvre effective, conséquente de la décentralisation. La décentralisation. De la décentralisation. On s'aperçoit que la ville de Kinshasa, oui, quand on parle de la ville de Kinshasa, on voit tout de suite les gouverneurs. Mais la ville de Kinshasa, il y a des bourgmestres. Il y a des chefs de quartier. Oui, mais est-ce que ces bourgmestres ont suffisamment de moyens? J'y arrive. Pour mais c'est pour ça que je vous assumer leur rôle. Mais c'est pour ça que je remonte, oui, pour vous parler de la décentralisation des entités territoriales décentralisées, ce qu'on appelle les ETD. Oui. À partir du moment où cette décentralisation n'est pas mise en œuvre de façon effective, de façon à donner les pouvoirs et les prérogatives constitutionnelles qui sont dues à ces ETD, on aura des difficultés. Parce que quel était l'objectif du législateur? Oui. Lorsque, en 2015, on a parlé de cette question de la décentralisation, c'était tout simplement, premièrement, de rapprocher la gestion vers les administrés. Le gouvernant vers les gouvernés. Bien évidemment. Avec comme objectif de faire en sorte que la décision
non seulement qu'elle soit prise avec diligence, mais qu'elle soit prise en connaissance des problèmes qui se posent pour pouvoir rencontrer les aspirations profondes des administrés. C'est en gros l'objectif de la décentralisation. Et tout ceci, c'est fait par les moyens. Mais malheureusement, la rétrocession aujourd'hui pose problème, c'est-à-dire du gouvernement central au gouvernement provincial, la rétrocession, elle pose problème. À partir du moment où les provinces ne savent pas recevoir de façon régulière la rétrocession, c'est que les entités jusqu'au plus bas niveau vont subir ces manques de moyens. Aujourd'hui, quand on parle des problèmes des curages des caniveaux, est-ce que les curages des caniveaux au niveau des communes relèvent du gouverneur des provinces? Non, ça relève des bourgmestres. Mais les bourgmestres sont sous-capitalisés, c'est-à-dire ils n'ont pas les moyens de leur politique. Alors que dans la législature de notre pays, les bourgmestres sont, entre guillemets, des présidents de la République en miniature. Oui. Mais qui sont dépourvus des moyens susceptibles de les permettre à faire le travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui caractérise la faiblesse de l'action des entités territoriales, c'est la mise en œuvre de la caisse de péréquation. J'allais d'ailleurs y arriver. Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Moi, j'ai une petite histoire avec la caisse nationale de péréquation. Les animateurs ont été nommés depuis 2016-2017 par le président Joseph Kabila. Mais pourquoi aujourd'hui cette caisse nationale n'est pas toujours opérationnalisée? Parce qu'elle avait pour objectif combler les déséquilibres. Je pense, pour ma part, qu'il faut essentiellement qu'au niveau du président de la République, qu'on puisse opter pour une gestion des qualités. La gestion des qualités passe par des normes. On ne peut pas aujourd'hui, en 2025, en plein 21e siècle, gérer les pays différemment que comme on gère les multinationales, les grosses entreprises privées. Donc, il faut que la gestion soit axée sur l'objectivité. Il faut que la gestion soit axée sur des objectifs à atteindre. Oui. Les objectifs à atteindre doivent être accompagnés des moyens. Les moyens, une fois disponibilisés, il y a des problèmes liés à la qualité des animateurs. C'est-à-dire mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Souvenez-vous que lors du premier mandat du chef de l'État, en décembre 2020, il y a eu la première conférence des gouverneurs de Félix Tshisekedi. Oui. Et lors de cette conférence des gouverneurs, le président de la République avait pris l'engagement d'évaluer les gouverneurs des provinces chaque 3 mois. Mais la question c'est, allons-nous évaluer sur base de quelle feuille de route? Mais est-ce que c'est dans le prérogatif du chef de l'État? Sinon, quel est le rôle des assemblées provinciales si le président de la République personnellement doit évaluer le gouverneur? Vous savez, les gouverneurs, même les assemblées provinciales, qui répond de la gestion du pays, même au niveau des provinces, vis-à-vis des peuples? C'est les chefs de l'État. C'est le chef de l'État. Excusez-moi, c'est le chef de l'État. Les gouverneurs sont nommés à suffrage universel indirect. Oui. Le président de la République est nommé à suffrage universel direct. Oui. Les gouverneurs, c'est la Constitution qui les dit, sont les représentants du président de la République en province. Exactement. Les programmes qu'ils présentent à l'Assemblée provinciale pour obtenir le vote des députés est un programme qui doit être assis sur les programmes du président de la République. Oui. Parce que leurs actions en province, ils les font au nom et pour les comptes du chef de l'État. Et si le chef de l'État, qui lui les installe par ordonnance présidentielle, les investit par ordonnance présidentielle, doit pouvoir savoir entre les mois d'avril et les mois de juin, chaque 3 mois, qu'est-ce qui va se passer dans la province de la Chouapa, qu'est-ce qui va se passer dans la province du Sud-Ubangi. Alors ça pose un problème. Je le dis tantôt et je le répète, vous faites une analyse globale, mais on a l'impression de vous dire que ce n'est pas fait. Il y a des problèmes, mais qui doit payer? Est-ce que ici vous essayez de dégager la responsabilité des autorités, ceux qui nous disent qui gèrent notre destin, où les responsabilités doivent être établies et que chacun puisse répondre de ses actes? Imaginez qu'il y a 33 morts sous d'autres cieux, les têtes allaient tomber, mais ici à Kinshasa, apparemment, ça passera comme ça.
Non, je fais partie, Oui. Des personnes qui prônent la rigueur, la fermeté, mais également la sanction, qu'elle soit négative ou positive. Positif, bien Mais sûr. face à cette situation, mais bien sûr que la responsabilité des gouvernants est engagée. D'une part, parce que la Metelsat avait annoncé, et donc, Et aucune mesure n'a et été donc prise. les mesures devraient être prises, des mesures préventives Oui. devraient être prises. D'autre part, puisque nous y sommes, puisque les mesures n'ont pas été prises, et qu'aujourd'hui nous déplorons 33 ou 47 morts, mais les responsabilités doivent être établies et les conséquences de ces faits devraient se ressentir par ou dans les sanctions qui devraient être prises au regard des responsabilités et des responsabilités qui devraient être établies. Exactement. Donc je suis Oui. d'accord avec vous sur les faits et sur la nécessité du fait que, les responsables, disons, les dirigeants sont responsables, 2, les responsabilités doivent être établies, et 3, les conséquences doivent être tirées. Alors, bon, même si aujourd'hui, la plupart des gens pensent que Daniel Bumba n'est pas à sa place, c'est pas du fixicisme ou un acharnement contre sa personne, mais c'est peut-être à la lumière de ce qu'il produit comme résultat. Alors, la ville de Kinshasa, ce n'est pas seulement les inondations, c'est aussi les infrastructures. Vous le savez, il y a des routes qui dépendent, qui relèvent de la responsabilité De la des ville. dirigeants de la ville de Kinshasa, donc de la ville de Kinshasa. Mais une année après, qu'est-ce qui est fait? Nous avons des routes qui sont en état de délabrement très avancé. Ici, nous sommes à la commune de la Gombe, vers 24. Pour emprunter cette route qui longe jusqu'à l'Igève, c'est tout un problème. Dans ces désordres, devons-nous continuer à observer Daniel Bumba ou les autres, ou ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ou les députés provinciaux, puisqu'il s'agit d'eux, doivent prendre des mesures courageuses de manière à ce que, de permettre à la ville de fonctionner? Écoutez, je pense que nous sommes dans un pays où, si nous considérons que notre pays est un pays moderne, en plein 21e siècle, où chacun doit pouvoir jouer son rôle, je pense qu'il appartient aujourd'hui, d'une part, à mon avis, Oui. d'une part, à l'Assemblée provinciale, d'autre part, au chef de l'État, Bien de prendre des mesures. Parce que les députés provinciaux sont ceux qui élisent les gouverneurs sur base d'un programme. Et le gouverneur Les chefs de l'État, le gouverneur de l'IDPES, c'est ça le comble. Le problème n'est pas les gouverneurs de l'UDPS, parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui ne datent pas d'un an, en fait. Hier, il y a eu Kimbuta, qui a fait 12 ans à la tête de cette ville. Avant-hier, il y a eu Gentini Ngobila, qui a fait 5 ans à la tête de la ville. Aujourd'hui, nous avons Daniel Bumba. Certains parleraient de la politique de bouc émissaire. Ils sont passés. Ceux qui sont venus aujourd'hui connaissent les défis. C'est la raison pour laquelle ils ont été élus. Je ne suis pas de ceux qui vont aller chercher dans l'excuse. Oui. Je suis parmi ceux qui vont aller chercher dans les résultats. Et comme je le disais tout à l'heure, et donc, les chefs de l'État, sa responsabilité, c'est lui qui a investi les gouverneurs par ordonnance présidentielle. Bien évidemment. Et donc, à ces deux niveaux, les conséquences doivent être tirées. Horizon 2023, depuis sa création, avait levé l'option d'accompagner le président de la République. Mais pourquoi nous avions levé cette option? Pour 3 choses. La première chose, c'est parce que le président de la République avait évoqué la nécessité de placer sa gouvernance sous les signes de la démocratie. Ça veut dire la liberté de s'émouvoir, la liberté d'opinion, ainsi de suite, qui n'appelle pas bien sûr à la libertinage. La deuxième chose, les chefs évoquaient la transparence dans la gestion de la chose publique. Et la troisième chose, le président de la République évoquait l'état des droits. Mais ces 3 principes, qui pour nous sont des principes fondamentaux, qui devraient guider, en tout cas la gouvernance du président, doivent être mises en application. Alors, est-ce que si vous évaluez aujourd'hui tout ce qui est en train d'être fait, est-ce que vous pensez que Horizon 2023, pardon, j'y arrive, a raison de renouveler sa confiance au chef de l'État? Ben, écoutez, nous pensons toujours que à partir du moment où
nous avons, nous, opté pour à la fois soutenir les chefs de l'État, mais soutenir les chefs de l'État qui ne signifierait pas, n'est pas dire, c'est que d'aucuns peuvent constater et voir. Nous, nous pensons que soutenir les chefs de l'État, c'est de lui dire que ça marche et ça marche pas. Et ça marche pas. Pourquoi? Parce que si les routes sont mauvaises, pour venir ici à votre télévision, j'ai enduré les mêmes difficultés que tout le monde. Et donc, je ne peux pas ne pas dire que cette route est dans un état de délabrement très avancé. Et le dire n'est pas être contre les chefs de l'État. Parce que les chefs de l'État, à plusieurs fois, lui-même, il a décrié un certain nombre de choses qui ne marchent pas, notamment les infrastructures. Les chefs de l'État a fustigé au mois de février dernier l'Union sacrée. Ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais c'est simplement parce qu'il met sur la surface la réalité, la vérité. Non, mais est-ce que le chef de l'État doit décrier ou le chef de l'État doit agir? C'est pour ça qu'il a le mandat des Congolais. Les chefs de l'État doivent agir. Si le chef de l'État doit décrier... Pour moi, pour Horizon 2023... Qui devra agir à sa place? Pour Horizon 2023, les chefs de l'État doivent agir. Et c'est pour ça que nous continuons à les soutenir dans l'espoir. Nous continuons à les soutenir parce que nous estimons qu'il n'est jamais tard dans la vie pour rectifier les tirs. Alors, on va peut-être chuter. Le temps nous est imparti court et rapidement. Ceux qui nous suivent à Kinshasa m'ont énormément apporté leur plainte sur l'état très avancé, des délabrements très avancés de la route du fleuve. Comment on appelle ça? L'avenue du tourisme. L'état très avancé. De Magasin Kitambo à Mboudi, c'est un désordre. On ne sait même plus comment expliquer ça. Alors, il y a eu un projet ici, Zéro Trou, qui a été lancé par le ministre Guy Sarro. Visiblement, Kinshasa a plus de trous que lorsque ce projet a été lancé. Où sont partis le fonds? On ne sait pas. Est-ce qu'on a contrôlé la gestion du ministre par l'Assemblée nationale? On ne sait pas. C'est l'état dans lequel nous nous retrouvons. Peut-être vous aurez un mot à placer sur ça. Mais si nous devons revenir, ceux sinistrés qui ont quitté leur maison sont logés au Stade Tata Raphaël. Il y a plusieurs sites, dont le Stade Tata Raphaël. Le chef de l'État a visité cette population aujourd'hui. Alors, quel mécanisme mettre en place? Ils ont perdu les maisons. Certains sont en DE. Ils ont perdu beaucoup de biens. Le gouvernement devra se limiter à cette assistance qui les apporte aujourd'hui, ou bien aller un peu plus loin, de manière à ce que pareille chose ne se répète pas? Non, il faut aller beaucoup plus loin, de sorte à ce que pareille chose ne se reproduise pas. Que faire? Que faire? Un, il faut mettre en place urgemment une commission interministérielle associée à la ville de Kinshasa, une commission qui devra avoir la présence du ministère de l'Urbanisme et Habitat, les ministères des Affaires foncières, les ministères de l'aménagement du territoire, les ministres chargés de la ville qui est au gouvernement central, M. Lito, voilà. Là, c'est un grand débat, en fait. Les ministres, voilà. Le ministre chargé de la ville. Et les gouvernements provinciaux, notamment les gouvernements. Oui. Pourquoi? Parce que identifier les différents sites où il doit y avoir des délocalisations. Parce qu'il y a un certain nombre de populations à travers les zones sinistres qu'il faut impérativement aujourd'hui délocaliser. Délocaliser pour les loger où? Mais délocaliser, Kinshasa est grand, Kinshasa n'est pas habité. Kinshasa n'est pas habité. Il appartient à l'État. C'est pour ça que Horizon 2023 propose la mise en place de cette commission interministérielle dont le travail sera d'identifier les sites pour pouvoir délocaliser ces gens. Troisièmement, il faut aujourd'hui prendre des décisions courageuses pour délocaliser également tous ceux qui ont construit sur des sites sensibles qui empêchent aujourd'hui la circulation des eaux. Donc les constructions anarchiques. Il faut détruire. Sont parmi les causes. Exactement. Il faut détruire les constructions anarchiques. Il faut travailler avec les conservateurs des titres pour voir comment geler tout ce qui est délivrance des titres fonciers. Oui. Pour revoir tout ça et mettre en place une politique de délivrance des titres fonciers qui devrait respecter un certain nombre de normes par rapport à ces secteurs. Oui. Et bon, les temps nous est imparti, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. Maintenant, moi, la question liée au ministre Guy Sarro,
Oui, avec l'affaire Zéro-Trou. C'est une question qui me fait extrêmement mal. Les jours où monsieur le ministre Guissaro est sorti dans les médias pour annoncer que 80% de ces projets étaient réalisés, moi je suis passé sur la même radio chez vos confrères des Top Congo pour demander à monsieur le ministre, si possible, de me mettre dans son véhicule pour que moi, ensemble, puissions visiter la ville de Kinshasa, pour que moi je lui montre les routes et les trous. Et donc, pour moi, aujourd'hui, les projets Zéro-Trou, Kinshasa Zéro-Trou, est un échec. Un échec patent. Moi, j'habite depuis 14 ans, les quartiers Mimosa. Et ça va faire 3 ans à peu près maintenant que la route, que l'avenue du tourisme est dans un état de délabrement extrêmement avancé. Mais pas que l'avenue du tourisme. Vous prenez, vous longez jusqu'à Pompage, jusqu'à Mboudi, vous entrez vers CPA, les quartiers CPA. J'alerte ici les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les gouvernements provinciaux, les gouvernements nationaux, que si on y prend garde, demain on viendra chercher les morts vers les quartiers CPA. Parce que cette route est en train de disparaître. Les maisons d'habitation sont en danger au moment où nous parlons. Et donc, la Metelsat a annoncé des pluies qui vont arriver. Oui. Et donc, il faut bien que l'anticipation soit au rendez-vous dans la gouvernance sur cette question essentiellement. Et donc, j'appelle également, j'attire l'attention également du ministre Alexis Guissaro pour dire que actuellement à Kinshasa, on se pose la question de savoir, mais dans quel coin de Kinshasa pouvons-nous trouver des routes en bon état? Dans quel coin de Kinshasa? J'ai fait Bamako dernièrement, 2 fois. J'ai fait Niamey 2 fois. J'ai fait Dakar il y a quelques mois. Pour ne citer que ces 3 pays, je ne parle pas d'Europe, je parle des pays d'Afrique. Oui. Mais j'ai visité ces villes-là. Je n'ai pas vu des routes dans l'état où nos routes se retrouvent aujourd'hui. Et donc, il faut que la gouvernance soit une gouvernance de qualité. Il faut que nos gouvernants soient responsables. Il faut que nos gouvernants soient consciencieux. Il nous faut l'obligation des résultats. Alors, il nous faut l'obligation des résultats. Et ici, très respectueusement, j'en appelle aux garants du bon fonctionnement des institutions à prendre son bic rouge pour pouvoir sanctionner négativement tout acteur, tout dirigeant, tout gouvernant qui n'a pas de résultats dans son secteur. Alors, le moment s'y prête parce que, vous le savez, on parle aujourd'hui de consultation politique. Ce n'est pas notre thème. Vous allez peut-être placer un mot là-dessus. Horizon 2023 a été consulté? Oui. Quelle est votre vision? Vous pensez que ces consultations va définitivement résoudre ces problèmes de la sécurité que nous vivons dans la partie Est? On va peut-être terminer par là. Oui. Je ne pense pas, mais je pense que ces consultations politiques, je l'ai dit au conseiller spécial, ou nous l'avons dit au conseiller spécial, nous, Horizon 2023, pour dire qu'il fallait considérer ces consultations politiques comme les derniers sursis du président Félix Tshisekedi. D'une part. D'autre part, nous l'avons dit et relevé qu'il fallait faire un parallélisme entre l'union sacrée et les gouvernements d'union nationale à venir. Troisièmement, nous avons souligné qu'il n'était pas question d'un remaniement ou d'un réajustement technique. Auquel cas, pourquoi sortir de l'argent dans les caisses de l'État pour organiser des consultations? Vous êtes contre ces remaniements techniques dont a parlé Moutamba. Il estime qu'on devrait garder la première ministre. Toute proportion gardée. Qui est d'ailleurs au centre d'une controverse. Toute proportion gardée. Pourquoi sortir de l'argent dans les caisses de trésor public pour organiser les consultations nationales, enfin aboutir à un réajustement technique? Pourquoi consulter la société civile, les forces vives, l'opposition politique et nous autres qui appartenons à la majorité présidentielle? Je dis bien majorité présidentielle et non majorité parlementaire. Et donc, pourquoi consulter la diaspora pour arriver à un remaniement ou à un réajustement technique? Oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, les consultations politiques doivent impérativement aboutir
à une cohésion nationale, puisque c'est ça les buts. Alors, d'aucuns parlent de réaménagement technique. Vous avez dit que ce n'est pas important de faire un réaménagement technique alors que beaucoup d'argent ont été investi pour ces consultations. Donc, il y a également un souci. Le souci, c'est la plupart des acteurs politiques de l'opposition qui ne veulent pas de ces consultations. C'est quoi l'issue? Bon, ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas chercher l'unanimité sur la terre des hommes. Oui. Parce que même Jésus-Christ n'avait pas fait l'unanimité, d'où l'élection des Barabbas à la place de Jésus-Christ. Donc, ça veut quand même dire Donc, on part avec ceux qui veulent partir. Mais rappelez-vous que nous ne sommes pas à une forme de consultation ou dialogue, nous ne sommes pas à la première fois dans ce pays, dans l'histoire politique de notre pays. Oui. Il y a eu les dialogues de l'OUA. Souvenez-vous que l'UDPS, à l'époque, et d'autres opposants n'avaient pas pris part. Oui, avec Edem Kodjo. Voilà, avec Edem Kodjo et tout ça. Donc, exactement. Ça n'avait pas empêché que la machine puisse avancer. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir... Mais on est finalement revenu sur l'accord de la Saint-Sylvestre. On est en train de faire la même chose, apparemment. Mais c'est l'histoire qui se répète. Un peuple qui ignore son histoire est obligé de faire quoi? De la revivre. Mais ces consultations, nous espérons que l'aboutissement, les résultats qui vont être déposés ou les rapports qui vont être déposés sur la table du président de la République, le président, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, initiateur même de ces consultations politiques, saura en tout cas en faire œuvre utile, de sorte que ces orientations puissent rencontrer les attentes du plus grand nombre des Congolais, et cela justifiera effectivement qu'il était nécessaire que ces consultations politiques puissent avoir lieu. En tout cas, pour nous, oui. Nous avons été très clairs vis-à-vis du conseiller spécial et son équipe qu'il ne s'agissait pas ici d'un remaniement ou d'un réagissement technique, parce qu'auquel cas, ça serait simplement appeler l'opposition, appeler la société civile, la diaspora, et nous qui appartenons à la majorité présidentielle, d'accompagner quelque chose qui avait été déjà boutiqué en avance, crédibiliser quelque chose. Ben, surtout que les résultats de ce gouvernement sont mitigeux avec à sa tête Souminois. Mais bien entendu, bien entendu. Je pense que c'est la raison pour laquelle les chefs de l'État avaient voulu ces consultations politiques. On va vraiment finir par là. Souminois est au cœur d'un scandale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais vous informer, où sa garde rapprochée aurait tabassé à mort un officier de la police de circulation routière. Les voix aujourd'hui s'élèvent pour réclamer sa démission afin de se mettre à la disposition de la justice. On ne va pas faire du juridisme, mais comment vous analysez la situation? Vous êtes de ceux qui pensent qu'il serait logique que Souminois, que le président de la République retire sa confiance à Souminois, de manière à la permettre de répondre devant les juges par rapport à cette situation? Bon, ce que je pense de cette situation, c'est déjà qu'il faut se saisir de cette affaire pour appeler nos dirigeants de manière globale, mais à tous les niveaux, non seulement à l'attitude qui corresponde à l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui. Deuxièmement, leur attitude doit être une attitude qui amène les peuples à s'identifier dans les chefs de nos autorités. L'exemplarité. L'exemplarité. Aujourd'hui, nos autorités ont une attitude qui va dans le sens de saper même les détenteurs naturels du pouvoir, qui est le peuple congolais. Aujourd'hui, nos autorités n'ont pas l'attitude qui amène à l'exemplarité ou à l'exemple tel que vous l'avez souligné. Alors, sa responsabilité est dégagée dans ce cas. Pour revenir au cas précis de Madame la Première ministre, je dirais que j'ai appris, comme vous, que les enquêtes sont en cours, qu'il semblerait que 6 personnes de sa garde rapprochée sont aujourd'hui entre les mains de la justice. À partir du moment où la justice s'est saisie officiellement de cette question, je pense qu'en tant qu'homme d'État, il ne m'appartient pas à commenter une affaire qui est déjà en cours d'enquête. Nous allons attendre l'aboutissement de cette enquête pour émettre des avis. Mais pour le moment, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il appartient à Madame la Première ministre de se questionner sur ce qui est arrivé et de prendre
l'attitude et la décision qu'elle estimera être bonne. Non, mais si elle démissionnera pas, on le sait. En fait, même si d'aucuns pensent que il faudrait qu'elle puisse démissionner, parce que si Judith Suminwa, première ministre, n'avait pas pris un sens contraire, ces policiers seraient toujours en vie. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sens contraires pour des autorités à un certain niveau, pas seulement au Congo, mais même un peu partout, ce n'est pas interdit forcément. Non, vous ne verrez pas ça en France, vous ne verrez pas ça en Belgique, vous ne verrez pas ça... Ce n'est pas... Même pas ici en Afrique du Sud. Ce n'est pas interdit forcément par rapport à notre législature. Mais par contre, c'est l'acte, si réellement cela s'était avéré, c'est l'acte qu'il faut condamner. C'est de là que tout est parti. Voilà, c'est l'acte qu'il faut elle serait passée condamner. Normalement, encore une fois, ce ne serait pas pris à ces garçons. Encore une fois de plus, moi, Horizon 2023 condamne fermement cet acte-là. Nous condamnons fermement cet acte-là. Les responsables doivent répondre de cet acte-là parce qu'il y a eu quand même mort d'homme. Ah, mais c'est vraiment un mort de trop parce que nous ne pouvons pas accepter d'avoir des morts dans l'est de notre pays parce qu'il y a la guerre et accepter d'avoir gratuitement des morts à Kinshasa, surtout pas pour quelqu'un qui était en plein service et qui voulait tout simplement faire son travail. Maintenant, encore une fois de plus, comme je l'ai dit, l'affaire est entre les mains de la justice. Donc, nous allons attendre les conclusions de la justice pour pouvoir émettre des avis. Mais à Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa, de regarder et de se dire quelle est l'attitude qu'elle doit pouvoir adopter face à cette affaire. Merci. Merci beaucoup, Dadi Tshiswaka, d'être passé. Je rappelle que vous êtes président, coordonnateur national de Horizon 2023. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'aborder une question aussi essentielle liée à ces catastrophes naturelles. Je pense qu'il nous faut encore un peu plus d'émissions pour pouvoir nous étendre assez suffisamment et apporter des propositions à ceux qui aujourd'hui ont la charge de gouverner aussi bien la ville que les pays. Alors, nous vous faisons cette promesse de pouvoir revenir vers vous lorsque l'actualité s'y prêtera. Et vous étiez nombreux, vous, à nous suivre. C'était un réel plaisir de vous tenir compagnie pendant ce moment sur Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. Vous nous suivez sur Canal+, sur le bouquet Canal+, au canal 366, partout au monde, via notre portail YouTube. Vous nous suivez également grâce à l'application Rascom, BlueSat Rascom. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre. Participez au débat, likez, aimez, partagez. Nous allons certainement vous retrouver très prochainement et ça sera avec le même plaisir.